Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes en train de faire les derniers réglages techniques, ce qui laisse un petit souci de connexion avec nos amis d'AXA, mais ça ne va pas tarder à se remettre dans l'ordre. S'il laisse encore 1 ou 2 minutes pour les personnes qui se connectent pour arriver, et je vous promets qu'à 13h06, je lance ce webinaire, ce dernier webinaire 2021. Je regarde ce qui se passe ici. Ok. Voilà, elle est revenue. Me voilà, pardon. Ouais, voilà. Ah oui, c'est le charme des connexions à distance. Bonjour à tous les deux et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Amélie et bonjour à tous, à toutes et à tous aussi. Eh bien, bonjour Amélie, bonjour Geoffroy. En effet, nous sommes pour une fois de plus en distanciel sur le dernier webinaire de l'année pour lequel je suis ravi de toutes et tous vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les univers de l'engagement d'entreprise et du marketing et voir s'ils sont compatibles. Alors, en termes d'engagement, nous parlerons évidemment de l'inclusion des diversités LGBTQI+, dans nos univers professionnels, mais pas que, parce qu'il y a toutes les diversités sont à traiter à égalité. Et pour ce qui est du marketing, nous allons à la fois parler des campagnes de publicité grand public et des actions de promotion de la marque, ce que l'on appelle dans les entreprises la marque employeur. Nous serons, comme souvent avec Tétu Connect, sur une vision à 360 entre le marketing, la marque, les relations B2B, les utilisateurs et utilisatrices finales, qui sont aussi parfois des employés actuels ou futurs. Alors, pour dialoguer sur tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Watley, connectée avec un micro et une caméra et qui est DRH AXA France. Bonjour Amélie. Bonjour Nicolas, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et Geoffroy Saghetti, qui est vice-président marketing et communication en Europe de l'Ouest pour le Mastercard. Bonjour Geoffroy. Bonjour, et également aussi co-responsable du réseau Pride Europe chez Mastercard. C'est vrai que j'avais omis cette... C'est pas grave. cette fonction importante. Alors, à toutes les personnes qui nous écoutent et nous voient, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à utiliser le chat qui est sur votre droite et vous pouvez poser toutes les questions et nous essaierons d'y répondre si tant est que nous avons les réponses, sinon nous irons les chercher. Voilà pour cette introduction. Alors, quelques mots encore avant de laisser la parole à Geoffroy et à Amélie. Force est de constater que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui surfent sur la vague arc-en-ciel avec une société qui est de plus en plus ouverte à voir de la diversité sur ses écrans ou sur ses messages radio. Avec des jeunes de plus en plus engagés en faveur de l'inclusion, les marques n'hésitent plus à s'afficher LGBTQI+ friendly dans leur campagne marketing. Alors, est-ce que c'est un affichage ou est-ce que c'est de l'engagement? C'est ce que nous allons voir, parce que ce qui est paradoxal, c'est que la perception que nous pouvons avoir de la représentation des LGBTQI dans les campagnes marketing, même sous forme de scènes ordinaires de la vie, est aujourd'hui peu présente. En effet, quand on voit beaucoup de campagnes, elles sont souvent avec des représentations hétéronormées. Les représentations LGBTQI+, sont parfois suggérées et parfois très présentes, mais extrêmement rares. Alors, pour vous montrer ce que peut être une campagne LGBTQI+, je vais partager avec vous 80 secondes, donc je traduis, 1 minute 20, d'une campagne faite par Mastercard, qui est un exemple de campagne engagée et destinée aux LGBTQI+, mais pas que. Alors, je vais vous projeter ce film.
Wenn ich auf meine Bankkarte gucke, da denke ich auch manchmal, wer ist das? Ist das meine Karte? À chaque fois que j'utilise ma carte bancaire, c'est vraiment un moment de stress pour moi. Hij pakt hem aan en hij kijkt ernaar. Et j'étais là, si c'est moi. Non, c'est pas vous. Si c'est moi. Pijnlijk, niet fijn, verdrietig soms ook. C'est juste le fait de me sentir que je ne suis pas visible tel que je suis. Es fühlt sich sehr falsch an, diese Karte zu benutzen. Und dann sehe ich da meinen alten Namen und kann mich damit einfach nicht identifizieren. Weiß aber, dass es meine Karte ist, aber es ist nicht mein Name. Het lijkt misschien een klein dingetje, maar het is een heel groot ding voor mensen zoals ik. Mag ik hem openmaken? Oh my god. Thank you. Mon nom d'usage, le vrai moi, le nom que j'utilise, quoi, qui me correspond vraiment. Voilà le message. Voilà, j'ai un écho. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, moi je donne sans écho. Ok. Alors voilà pour cette campagne marketing faite par Mastercard. Je vais tout de suite vous éclairer sur le « mais pas que ». Vous voyez là ici mon patronyme. Donc sur toutes mes cartes bancaires, j'ai dû choisir ce que je mettais, quel nom de famille je mettais, parce qu'il était trop long pour rentrer sur une carte bancaire. Depuis qu'il n'y a plus le genre et qu'on m'a enlevé le M espace, je peux mettre enfin mon nom complet. Alors, sache que le genre est quand même présent dans certains établissements encore. Hein. Il n'est pas enlevé partout. Oui, absolument. Et pour vous donner l'usage au-delà du LGBTQI+. Ouais. Alors, ma première question, elle va être vers toi, Geoffroy. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est montée cette campagne sur le TrueName, qui est le nom de cette campagne, quel en est l'objectif et comment répond-elle à la fois aux valeurs de Mastercard et aux enjeux marketing? D'abord, juste peut-être un tout petit commentaire sur la vidéo elle-même, parce qu'elle est importante, je pense, pour les gens qui nous regardent. D'abord, c'est une partie du dispositif média qu'on a mis en place. Il y a eu d'autres aspects aussi, on y reviendra, je pense, dans la suite, parce que la campagne s'adresse évidemment aux personnes trans et non-binaires, en particulier à la communauté LGBT+, dans son ensemble, mais aussi à la population générale. Et la deuxième chose, c'est que le film que vous avez vu là est entièrement non scripté. C'est-à-dire que ce sont vraiment les réponses à des interviews qui ont été données à des personnes concernées. Donc voilà, ce sont de vraies réponses que l'on voit dans le petit film. En fait, sur la genèse un petit peu de tout ça, nous, ça fait très très longtemps qu'on est engagé sur les sujets LGBT+, alors que ce soit au travers d'activités de sponsoring, des marches par exemple, ou de partenariats avec le monde associatif ou de prise de parole. Mais on est arrivé à un point où on s'était passé un petit peu du rôle on va dire, d'allié sponsor à allié davantage actif avec un impact que l'on pourrait amener via notre activité. Et tout ça, ça s'est fait parce que ça a démarré aux États-Unis, la réflexion, en fait, en 2019, puisque TrueName a d'abord été lancé aux États-Unis cette année-là, où avant de commencer à réfléchir aux engagements, notamment pendant les périodes du mois des fiertés, nos équipes, que ce soit l'équipe marketing, mais pas que, c'est-à-dire que le réseau Pride aussi, américains, sont simplement allés voir les associations activistes en disant voilà, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est très bien, on a envie d'aller un cran au-dessus. Sur quoi on peut travailler ensemble pour apporter, on va dire, un peu de support directement à certaines personnes des communautés. Et ce sujet, en fait, du prénom et de la civilité sur la carte, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un retour qui nous est revenu de la part notamment des associations. On connaît toutes les problématiques
parfois des parcours transidentitaires notamment, mais pas que aussi, hein, sur on va dire les problématiques des personnes non binaires aussi, hein, qui n'ont pas forcément de parcours trans initié. Donc, tout ce qu'ils nous ont demandé, c'est à quel point est-ce qu'on peut faciliter déjà, ne serait-ce que ces petits moments du quotidien, où finalement la carte, on la sort assez souvent dans la journée, on va payer chez un marchand, ou alors on va mettre sa carte, je ne sais pas, sur la table pour partager un repas, par exemple, avec des amis. Et mine de rien, pour certaines personnes, ça pouvait donner lieu à des moments d'embarras, de gêne, voire éventuellement de violence, tel que ça nous avait été rapporté. Et c'est vrai que ça a été un peu, voilà, comme on dit, un eye-opener quand on a eu ce retour-là aux États-Unis. Donc on est revenu avec ce sujet, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, on a regardé tous les textes réglementaires, nos règles aussi également, sur ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et en fait, on est arrivé à la conclusion, c'est évidemment très rapide ce que je raconte, que rien ne nous empêchait finalement de promouvoir auprès des établissements bancaires, de faire en sorte que le prénom et ou la civilité soient à la libre détermination des personnes concernées. Puisque, sujet important, précision importante, la carte n'est pas un titre d'identité. Donc, c'est une carte. Ensuite, que l'établissement doive faire des vérifications d'identité, c'est un autre sujet. Mais la carte en elle-même n'est pas un titre d'identité. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, nos équipes américaines ont pris la bâton de pèlerin, sont allées voir des établissements, ont trouvé des établissements qui étaient d'accord pour nous suivre, et ça a été lancé donc à l'été 2019 aux États-Unis, d'abord avec 2 établissements, BMO Harris et la Republic Bank, qui nous ont aidés du coup à initier le projet, et qui a été très rapidement suivi ensuite par le géant Citi aux US, qui désormais propose TrueName, donc la fonction TrueName, sur l'ensemble de ces cartes. Donc, pour niveau européen, nous, quand on a vu ça, on s'est dit c'est absolument génial, il faut qu'on apporte ça en Europe aussi. Donc j'ai travaillé voilà, à la fois avec ma casquette du réseau Pride et aussi marketing, et avec mes collègues produits, légal, ce qu'on appelle franchise aussi chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux règles. Comment faire en sorte de pouvoir localiser TrueName en Europe. Ce n'est pas les mêmes contraintes, hein, parce que pour nous, l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais l'Europe, c'est plus de 50 pays, donc c'est 50 législations potentiellement. C'est aussi des cas d'utilisation qui vont être différents d'un pays à l'autre. Hein. Il y a des moments où certains commerçants vont demander une pièce d'identité, d'autres pas. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais grosso modo, pour faire court, on est arrivé à la même conclusion, qu'il n'y avait rien qui nous empêchait de pouvoir le lancer aussi sur le continent européen. Mais on l'a fait un peu différemment des États-Unis, et ça a été un peu ce que j'ai poussé, le choix que j'avais fait, c'est de dire, soit on commence à aller chercher un établissement pour lancer TrueName, soit on décide d'abord de mettre un pied dans la main et de faire un appel à l'industrie pour accélérer justement ces conversations-là. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc on a une approche en 2 temps. On a d'abord annoncé la disponibilité de TrueName en Europe, et on a lancé 1 an plus tard TrueName. Et je pense que c'était la bonne façon de faire, puisque quand on a annoncé la disponibilité, on a eu en fait des appels entrants de la part de certains partenaires, avec lesquels on discute encore aujourd'hui, voilà, ce qui nous a permis du coup d'accélérer, on va dire, toute la partie go-to-market, qui autrement nous aurait pris évidemment beaucoup de temps pour pouvoir arriver à le lancer. Donc 1 an plus tard, on a trouvé ce premier partenaire qui a voulu nous suivre très rapidement, donc la FinTech Bank, qui est localisée en Hollande, mais qui couvre 30 pays européens. Donc aujourd'hui, TrueName est disponible via Bank auprès de 30 pays européens. Et donc Bank nous a suivis, et on a donc lancé TrueName officiellement, de façon formelle, en mai de cette année. Et on est très très content que ce soit le cas. Pour répondre à ta deuxième question, c'est en quoi ça répond à nos valeurs. Bon, je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, mais on a nous, chez nous, tout ce qui est des environnements de diversité et d'inclusion, c'est hyper fort, mais pas hyper fort, parce que c'est vrai que c'est un peu tarte à la crème en ce moment. On entend beaucoup parler de diversité et d'inclusion un peu de partout, mais parce qu'on y croit, et non seulement on y croit, mais on le sait parce que c'est tout simplement aussi un vecteur de performance d'entreprise, c'est un vecteur de bien-être pour les employés, et ça permet aussi simplement pour une entreprise mondiale comme la nôtre de permettre d'avoir une diversité de points de vue autour de la table, ce qui va nous permettre aussi du coup de parler à la diversité de points de vue des consommateurs, puisque ces consommateurs sont aussi fragmentés finalement
que le non-employé qu'on a chez Mastercard. Donc, tous ces éléments-là font que, j'imagine qu'Amélie en parlera mieux que moi, mais ces politiques de diversité et d'inclusion sont d'autant plus importantes. Ce n'est pas simplement un token, ce n'est pas pour faire joli, non, ça a vraiment un impact dans la vie opérationnelle des entreprises et dans le bien-être de manière générale des employés, qui on sait quand même un petit peu important, notamment après cette période un peu compliquée de Covid. Après, nous, on a une opinion très très forte sur comment porter ces politiques. Et on pense évidemment adresser l'interne, c'est hyper important. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est adresser ces sujets-là en externe également. Alors bien évidemment, on ne peut pas les adresser en externe tant que tout le boulot n'a pas été fait en interne. Donc il faut être bien sûr d'avoir fait le boulot et correctement, et il est probablement toujours work in progress, hein, mais de le faire correctement à l'intérieur. Mais nous, on souhaite porter ces messages à l'extérieur parce qu'on pense que l'entreprise, c'est aussi une composante de la société, comme une ou un citoyen, une ou une syndicaliste, etc., etc. L'entreprise a aussi un droit de parole et sur ces sujets majeurs. Voilà. Merci Geoffroy pour cette entrée en matière à la fois raccourcie et très complète. Pour ceux qui ne le savent pas, je laisse Geoffroy respirer parce que sinon sa voix ne va pas tenir jusqu'à 14 heures. J'étais un peu malade, on va dire, ces dernières semaines, donc j'essaie de me concentrer sur ma voix. Là. Et je vais passer la parole à Amélie. On l'a entendu, alors Geoffroy a tenu bon de parler dessert et tarte à la crème pour diversité et inclusion, mais les campagnes marketing aujourd'hui, au-delà de leur message commercial, elles véhiculent également une image de la marque. Et cette image, elle est perçue par les futurs talents en recherche de poste dans une entreprise inclusive. Alors, comment vous, chez AXA, vous veillez à ce que ces messages passés à l'extérieur soient cohérents avec ceux perçus et passés en interne? Alors, d'abord, j'ai été très impressionnée. Ce film est magnifique et cette initiative, je trouve, d'une très grande force parce qu'elle montre bien toute la farce identitaire d'objets du quotidien avec lesquels, effectivement, on vit et on exprime son identité et son bien-être d'une certaine manière. Et effectivement, je ne peux être que tout à fait alignée avec l'importance de tenir non seulement un discours cohérent, mais surtout des actions concrètes sur la manière dont on veut porter ces sujets qui nous sont extrêmement chers, parce qu'ils sont tout simplement le reflet de la vraie société, à la fois de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs. Et c'est un cercle vertueux où, d'une certaine manière, les deux côtés d'une même pièce, où on parle à nos clients. Et donc, en ce sens, AXA a aussi beaucoup avancé sur sa manière de parler à ses clients. J'ai en tête une campagne que j'aime beaucoup où on vend une assurance emprunteur et effectivement, on n'est pas dans l'idée préconçue de la famille et du couple hétérosexuel. Et moi, je pense que c'est très important parce que ça montre qu'effectivement, une compagnie d'assurance qui est parfois vue… Enfin, le monde de l'assurance peut être vu comme vieillot, a au contraire considérablement fait bouger les codes. De la même manière, en interne pour nos collaborateurs, c'est fondamental, vous le disiez tous les deux, c'est source de richesse, c'est source de performance, c'est tout simplement là aussi le reflet des talents de la société, être bien dans sa peau, être bien dans sa vie, être bien, je dirais, avec ses collègues dans son entreprise, ça change tout. En période de crise Covid ou tout simplement dans la vraie vie ramenée à la normale, on l'espère très très vite. Et on voit bien que c'est un facteur clé à la fois d'attraction des talents et on est très présent sur Tétu Campus notamment et on est très actif sur notre page web, on est très actif aussi dans nos offres de recrutement parce qu'on revendique effectivement cette inclusion et cette politique ouverte qui est la nôtre en matière de diversité et d'inclusion. Et je pense que quand nos collaborateurs, enfin quand ces candidats nous rejoignent, ils voient que ce n'est pas du marketing, mais que comme on dit en anglais, on walk the talk. Et qu'on est effectivement très actif, à la fois en matière de communication, parce qu'évidemment, ce qui n'est pas communiqué n'existe pas. Donc, il y a effectivement un travail très important à faire sur ce registre. J'en profite pour saluer Valérie Lesenbaum, qui est probablement aujourd'hui avec nous, mais qui est aussi un rôle modèle, qui, à travers l'Oclo Cercle et de ses fonctions de directrice de la communication externe, par exemple, nous a considérablement aidé avec son équipe à travailler
tous les visuels et tout le registre de la communication interne et externe. Et on voit bien que là aussi, les codes bougent et que c'est une manière de représenter la diversité des identités de genre au sens large et évidemment LGBT+. Et ça, c'est très important. On travaille aussi énormément auprès du management, du leadership et des collaborateurs sous forme de formation, de conférences, de prise de parole, parce que libérer la parole, échanger, créer du dialogue, c'est aussi montrer l'espace, le respect et bien entendu ne tolérer à aucun instant la moindre discrimination. Et moi, je pense que c'est ce genre d'action concrète, plus évidemment des choses très concrètes autour, tout simplement. Alors maintenant, la loi a bougé en juillet 2021, mais par exemple, moi je suis très fière parce qu'AXA était précurseur pour les congés parentaux, d'accord, pour accueillir les enfants 4 semaines, et on a été très rapidement positionné sur ces sujets. Les collaborateurs, collaboratrices accueillant des enfants pouvaient bénéficier et ont bénéficié pour 80% d'entre eux de ce type de dispositif. Donc, ce que je veux dire, c'est que le plein exercice de sa vie privée, de la même manière, de manière tout à fait égalitaire, comme tous les collaborateurs hétérosexuels de l'entreprise, montre bien que ça fait tout à fait partie de manière normale, régulière et assumée de la manière dont on veut vivre avec nos collaborateurs. Voilà, donc je pense que j'ai quelques exemples pêle-mêle, mais ça montre notre souhait d'attention constante. On travaille aussi, ça a l'air bête, mais sur les outils informatiques pour les faire évoluer. Donc, il n'y a plus que monsieur ou madame. Là aussi, on fait bouger les lignes. Ça a l'air idiot, mais c'est comme la carte bleue. C'est pas idiot du tout, exactement, parce que c'est un vrai sujet profond identitaire. Et travailler sur ces sujets-là, eh bien, c'est effectivement, de manière concrète, embrasser d'une certaine manière, on parle beaucoup de transformation dans la société. Oui, ça en fait partie. Merci Amélie pour ces propos chargés de sens et pour le merci à Valérie qui dit merci à Amélie. Alors moi, je vais apporter un commentaire que je vais subjectivement ou objectivement savoir être très subjectif. AXA fait partie aujourd'hui dans le paysage des entreprises partenaires de TTU Connect, des entreprises dites matures. Et sur les tests que nous faisons à l'aveugle, il n'y a pas d'écart entre ce que nous voyons à l'intérieur et ce qui est communiqué à l'extérieur. Et quand depuis l'extérieur, on va sur le site corporate d'AXA et qu'on cherche des actions, on trouve le reflet de la réalité. Et ça, c'est un vrai plus. Et ce n'est pas innocent que AXA soit présent aujourd'hui, tout comme Mastercard, avec nous dans ce webinaire. Alors, ma question suivante, je vais plutôt l'adresser à Geoffroy. Aujourd'hui, Mastercard est un intermédiaire, puisque les clients de Mastercard sont les banques et établissements financiers, et que les clients finaux des cartes, donc de ces objets de consommation, ce ne sont pas des pièces d'identité, sont des usagers et des usagères lambda comme vous et moi. Alors, est-ce que les clients ont marqué, les clients de Mastercard, donc les clients corporate, ont marqué une réticence ou une non-adhésion ou quelle a été leur réaction à cette proposition du TrueName? Alors déjà, juste un truc, nous on est dans un positionnement un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est effectivement une société financièrement qui interagit d'un point de vue B2B, c'est-à-dire que nos clients sont évidemment les banques donc émettrices ou les banques acquéreuses, bien souvent, pour simplifier, mais par contre, d'un point de vue communication, on aura une communication et B2B et B2B2C, voire B2C. Pourquoi? Parce qu'il y a différents leviers sur l'utilisation de la carte. La carte, c'est aussi il y a des moyens concurrents de payer avec la carte. Il y a le cash, par exemple, il y a le chèque, il y a d'autres moyens. Donc, on va davantage engager les gens à utiliser leur carte plutôt qu'un autre moyen de paiement. Il y a aussi des enjeux de préférence de marque aussi. Donc, préférer plutôt la marque Mastercard à une autre marque concurrente. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a des engagements directement consommateurs dans nos campagnes. Et pour répondre à ta question sur les réactions, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que ce qui a été intéressant, c'est que le fait d'avoir une approche en 2 temps nous a permis de couper un petit peu
toutes les discussions très longues qu'on aurait pu avoir si on avait dû aller voir un par un tel ou tel établissement pour expliquer la logique de True Name. L'intérêt de l'avoir annoncé, c'est que tout de suite, d'abord, l'annonce a eu beaucoup de résonance quand elle a été faite. Ça forçait aussi probablement à certains établissements de se poser la question, de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent là de transidentité, non-binarité dans le cadre d'un paiement par carte, par exemple. Donc, ça accélère aussi, je pense, la question de la prise de conscience. Donc, il y a peut-être des choses qu'on a moins besoin d'expliquer. Et puis, ça permet aussi d'avoir directement, encore une fois, ces premiers entre guillemets, bons élèves qui vont lever la main en disant, tiens, nous, ça vous intéresse bien de travailler avec vous sur ce sujet. Donc, on a été surpris, en fait, d'avoir des remontées immédiatement entrantes positives, et d'autant plus, des fois, dans des régions d'Europe, voilà, qui ne sont pas forcément les plus friendly. Donc, comme quoi, des fois, on va dire, on peut avoir une image un peu tronquée, des fois, ou peut-être un peu caricaturale de certains pays, mais c'était assez intéressant. Pour moi, ça m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur un certain nombre d'autres choses. On a lancé True Name avec Bunk dans 30 pays. Entre-temps, on a Monzo qui nous a rejoint aussi sur l'initiative True Name. Donc, on a aujourd'hui deux partenaires en Europe. On espère en avoir beaucoup plus l'année prochaine. On a pas mal de conversations aujourd'hui avec notamment de gros émetteurs européens. On a quelques conversations aussi en France, mais la France, c'est on va dire un pays plus compliqué. Compliqué parce que, pour dire vrai, je pense qu'il y a encore et il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, mais il y a encore beaucoup de méconnaissances, je pense, sur les notions notamment de transidentité. Non-binarité, c'est encore plus nébuleux, je pense, pour beaucoup de gens. Et puis, il y a aussi, je pense, parfois, pas tout le temps, mais parfois un peu de gêne aussi. Parce que, mine de rien, on parle à des individus qui arrivent aussi des fois avec leurs propres biais, leurs propres croyances. Et voilà, il faut en tenir compte parce que dans la conversation, évidemment, c'est aussi important pour faire en sorte d'avoir davantage d'adhésion. Donc, il y a un peu tout ça, mais je pense que ça bouge petit à petit. Voilà, là, je travaille j'ai des discussions en ce moment avec quelques établissements français. Donc, je sais qu'en tout cas, la réflexion, elle est là. Donc, nous, ce qu'on essaie simplement, c'est d'accélérer cette réflexion, la conversation. Et puis, parce que de toute façon, le train est lancé. D'ailleurs, que ce soit nous ou d'autres. La question n'est pas de savoir si, la question est de savoir quand. Parce que c'est le monde tel qu'il avance, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les attentes peut-être des générations plus jeunes sont en rupture assez fondamentale, notamment sur les questions du genre, par rapport à des gens plus vieux comme moi, par exemple, qui ont peut-être mis un peu plus de temps pour le comprendre. Mais voilà, c'est des sujets aujourd'hui qui sont plus naturellement abordés. La fluidité est quelque chose qui est peut-être, qui devient moins tabou, en tout cas, pour une partie des jeunes, parce qu'il y a un peu aussi une balkanisation des fois des tranches d'âge, mais en tout cas, sur une bonne partie d'entre eux, et il y a une attente à ce que tout ça existe bientôt. Et bientôt, ce n'est pas dans 10 ans, généralement, quand on parle de bientôt. Donc il va y avoir de toute façon un push externe pour faire en sorte que, pas seulement les établissements bancaires d'ailleurs, mais de manière générale, ces notions-là soient intégrées par le monde de l'entreprise. Donc voilà. Justement, je voudrais faire le lien avec Amélie. Tu as dit, Geoffroy, que les générations actuelles et à venir sont complètement en rupture par rapport au mode de pensée que pouvaient avoir nos générations grisonnantes. Mais est-ce que, Amélie, ça se voit aujourd'hui dans les attentes des collaborateurs et des collaboratrices qui sont aussi des clients? Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si c'est une rupture à proprement parler. En revanche, je pense qu'effectivement, les lignes ont bougé. Alors, je rebondis sur la transidentité. Par exemple, nous, on a écrit un guide, on a mis là aussi de la parole autour. Donc, on voit effectivement, là, on parlait de la fluidité, on ne l'a pas encore adressé en tant que tel, mais on voit bien qu'effectivement, ça fait partie des échanges. On travaille beaucoup avec les collaborateurs. Je n'ai pas parlé d'un réseau qui s'appelle Mixin, qui est un réseau de collaborateurs qui aide beaucoup AXA à avancer en co-construction sur les sujets de la mixité et aujourd'hui LGBT+.
J'en profite aussi quand même, Nicolas, pour dire à quel point tu connectes et toi en particulier nous aider aussi, parce que je pense que c'est important de pouvoir bénéficier de conseils, de pouvoir tester des idées, de voir comment bien positionner les sujets pour aussi éviter des maladresses, pour être en prise vraiment, je dirais, avec les attentes et avec le ressenti et surtout savoir bien, je dirais, focaliser nos actions. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour revenir sur les attentes à la fois de nos candidats ou même tout simplement de nos collaborateurs qui sont là, ben, oui, il y a de la parole, donc il y a de l'expression. Plus il y a d'expression, plus ressortent, je dirais, les besoins dans leur large diversité et plus on est capable de continuer à progresser. Donc, moi, je dirais qu'il y a plus de paroles, qu'on a gagné en maturité, ça c'est certain, à travers ces dernières années et notre proactivité. On s'est rapidement déterminé en revendiquant les sujets de la diversité et de l'inclusion LGBT+, comme étant des priorités pour nous. Et je pense que c'est cet espace-là qui nous a permis de gagner en maturité, en ouverture et aussi en action tout à fait concrète. Donc oui, ça répond évidemment aux besoins des jeunes générations, mais tout simplement aussi des têtes plus grises ou moins grises, bref, de toutes les générations et en réalité de tout le monde. Donc, pouvoir se revendiquer et être heureux tel qu'on est dans l'entièreté de sa personnalité, bah, écoutez, c'est la vraie vie. Donc, je pense qu'en ça, on a gagné en impact et en authenticité. Voilà, moi, j'ai envie de le dire comme ça. Et je crois que c'est ce qui fait la différence et qui nous a permis d'avancer ces dernières années. Et il y a encore évidemment plein de choses à faire. Je vais citer quelque chose qui me tient à cœur. Le groupe AXA, dans tous les pays du monde, a lancé en octobre dernier une enquête qui s'appelle l'Inclusion Survey, qui touche un certain nombre de piliers de notre stratégie de diversité, dont le pilier LGBT+. Et c'était très intéressant parce qu'évidemment tout à fait confidentiel. Les gens ont pu, s'ils le souhaitaient totalement confidentiellement, s'assumer et se déclarer et ont pu surtout nous faire beaucoup de suggestions sur leurs attentes et leurs souhaits d'action. Et écoutez, ce qui est quand même très positif, c'est que, bon, évidemment, on a toujours des choses à faire, mais que quand même 9 collaborateurs sur 10 s'estiment pleinement reconnus et inclus dans l'entreprise. Et donc ça, c'est quand même, chez AXA France, c'est quand même un très beau témoignage. Bien sûr, il y a encore des progrès, il y a encore des choses à faire, c'est évidemment clé, mais ça montre bien que, et vous le disiez tout à l'heure tous les deux dans des registres différents, quand les gens voient l'authenticité, les actions concrètes, eh ben, ça fait bouger les lignes et ça crée de la confiance et on n'est pas du tout dans le pinkwashing. Alors, justement, merci de me faciliter mes enchaînements, Amélie, c'est formidable. J'ai une question dans le chat de Philippe qui nous demande est-ce qu'il y a des organisations, des organismes qui mesurent aujourd'hui le degré de pinkwashing, je vais dire le pinkwashing tout court, parce qu'il n'y a pas de température sur le pinkwashing, ça en est ou ça en est pas. Et si ça existe, est-ce que les résultats sont communiqués? Alors, je vois les yeux ébobis de Geoffroy. Pour m'être documenté pour préparer ce webinaire, j'ai cherché des baromètres de pinkwashing et je n'ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un en connaît, qu'il n'hésite pas à les partager, parce que franchement, j'en ai pas trouvé. Aujourd'hui, il y a des associations engagées qui font des opérations à l'aveugle, comme on le fait sur les CV en envoyant exactement le même CV avec un nom de famille à consonance gauloise ou un nom de famille à consonance issu de l'immigration. Et on voit que les réactions sont différentes. Moi, sur le pinkwashing, je peux vous dire ce que je fais. Je fais tous les ans. Je prends 20 entreprises et je vais sur leur site corporate et dans leur petite loupe, je tape le mot LGBT et je vois ce qui sort. Alors, par contre, à l'inverse, Nicolas, il y a quand même des organisations qui font des études sur les entreprises les plus inclusives pour les personnes LGBT+, oui. avec des rankings, oui. Alors, surtout anglo-saxonnes, pour être très, très franc. Involve. Exactement. Qui est assez connu. Donc, c'est juste tout simplement plus positif, on va dire, de l'engagement. Mais
À l'inverse, on pourrait dire que voilà, si une entreprise proclame faire beaucoup de choses et n'est pas présente dans ce genre de reconnaissance, c'est qu'il y a peut-être un sujet à creuser, quoi. C'est qu'il y a un écart, en effet. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Philippe. Alors moi, je vais passer à la question suivante. Aujourd'hui, sur cette fonctionnalité TrueName qui a été mise en place par Mastercard, est-ce qu'on sait mesurer, maintenant que le service est offert sur deux marques bancaires, l'adhésion des clients ou la commande des clients à avoir ça? Ou alors, est-ce que ces marques ont décidé d'enlever carrément la civilité et de laisser le choix du produit? Non, ça reste un choix. Alors déjà, il faut bien se rendre compte qu'enlever, juste peut-être un petit aparté, modifier un champ sur une carte, ça a l'air de rien comme ça, mais informatiquement, c'est hyper lourd en termes de projet, hein, d'accord? Donc, juste pour dire que ce n'est pas anodin du tout, parce que d'ailleurs, il y a un traitement informatique, évidemment, qui est assez important d'un point de vue bancaire. Il y a aussi des obligations réglementaires derrière, donc voilà, ça implique tout un tas de choses. Ceci étant, je ne peux pas donner de chiffres pour des questions de confidentialité qui me sont imposées par notre partenaire. Je les aurais donné avec plaisir, sinon. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au-delà de nos plans les plus optimistes qu'on ait pu avoir au tout début de l'avoir lancé, à tel point que quand j'ai reçu les données de la part de mes collègues, je leur ai demandé s'il n'y a pas un zéro en trop, une erreur de reporting, tout simplement. Donc non, ça a été très, très utilisé. D'ailleurs, peut-être pas forcément uniquement par des personnes LGBT+, hein, potentiellement. Oui, c'est ce que j'allais dire. TrueName, on élargit le champ de la cible initiale. Exactement, mais on va dire, toute la value propre de TrueName était bien destinée aux personnes trans et non-binaires en priorité. Et c'est comme ça que la campagne a été montée et c'est comme ça que notre partenaire l'a aussi porté. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne partie quand même des personnes concernées qui en ont bénéficié. Il faut savoir qu'en plus, c'était la campagne, même si disponible sur 30 pays, il y a eu 3 pays prioritaires qui ont été ciblés d'un point de vue média. Ça a été l'Allemagne, la Hollande et la France. Donc, c'est sur 3 pays-là qu'on a eu la majeure partie, on va dire, de clients. Et pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas si loin, voire au-dessus, de ce qu'on a vu aux États-Unis en termes d'adhésion au projet, avec, comme vous le savez bien, une structure géographique, politique et culturelle très différente des États-Unis. Donc, on est très, très content. Cocorico, nous sommes les meilleurs. Non, mais je peux pas. En fait, c'est pas pour faire de la com, c'est que c'est vraiment. Non, c'est le Cocorico, c'était ma com à moi. Hein, un peu franchouillard, le garçon. Est-ce qu'aujourd'hui, Geoffroy, avant de redonner la parole à Amélie, qui peut aussi interagir sur les questions qui sont adressées, est-ce que quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas eu du reproche de pinkwashing avec Mastercard sort son drapeau arc-en-ciel alors déjà, première chose, nous n'avons notre logo, mais jamais un rainbow logo. Jamais, jamais, jamais. On refuse de rainbowiser le logo. Voilà, première chose. Il est à un tiers, hein, il est pas rouge et jaune. Non, j'en parle parce que notamment quand on voit sur le 17 mai, sur le mois des fiertés, on voit tous ces logos. Bref. Chacun en pense ce qu'il en veut. Moi, j'ai mon opinion bien précise sur le sujet. Des réactions, en fait, on a eu de toutes sortes. En fait, la règle du jeu des réseaux sociaux, et pour celles et ceux qui sont autant que moi dans mon métier, c'est que on peut plus satisfaire tout le monde. C'est pas possible. C'est la règle des réseaux sociaux. Donc, partir avec l'objectif de se dire il faut qu'il y ait zéro bruit, il faut qu'on ait que du sentiment favorable, c'est impossible. Donc, il faut partir du principe dès le départ, quand on lance ce genre d'action, qu'on aura du backslash. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut l'avoir prévu. Il faut savoir y répondre. Il faut savoir aussi se donner les limites, c'est-à-dire à partir du moment desquelles on va devoir intervenir ou pas. Mais de toute façon, bien sûr qu'on a eu des réactions. Alors, essentiellement positives, pour dire vrai, de la part de la communauté qui était ciblée. Essentiellement, j'ai pas vu grand-chose. Il y a dû y avoir
quelques probablement réflexions sur le pinkwashing, mais ça n'a pas été le sujet principal. On a eu surtout beaucoup de gens étonnés de voir ça arriver en Europe, étonnés positivement. Et puis avec des discussions qui sont aussi beaucoup auto-modérées. C'est-à-dire que bien souvent, sur les réseaux, ça va commencer par un peu de trolling, et puis derrière, si on laisse un peu les choses se faire, on se rend compte que finalement, le sujet finit tout seul par s'auto-modérer. Et c'est ce qui s'est passé dans la majeure partie des cas. On a eu peut-être une exception, c'est qu'on a eu un petit raid à un moment donné, notamment sur l'Allemagne, de la part, on va dire, de personnes plutôt ultra-conservatrices, donc, et qui avaient toutes les caractéristiques d'un raid, tel qu'on peut imaginer. Donc, on a interrompu pendant quelques heures la campagne, d'abord pour protéger aussi les personnes qui étaient dans la campagne avec nous, et on a publié un statement assez direct et fort sur pourquoi est-ce qu'on faisait ça et pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas de le faire. Donc voilà, donc on a laissé ensuite passer le week-end et puis on a repris la campagne tranquillement et puis voilà. Mais encore une fois, je pense que ça c'est par rapport à mon métier, il faut absolument s'enlever de la tête que on doit continuer à avoir 100% d'opinions favorables ou de sentiments favorables sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Voilà. Pour autant, en termes de marge, on va dire un 80-20, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, je vais poser la même question à Amélie. Comment les réseaux sociaux réagissent quand AXA fait une communication qui est ouverte à toutes et tous? J'ai pas, alors, Valérie qui est connectée peut aussi réagir dans le chat, parce que c'est elle notre DIRCOM et qui a une meilleure visibilité que moi en tant que DRH. Mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'effectivement, on ait tellement affaire à des réactions négatives très fortement exprimées ou caricaturales. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, soit qu'il y a une forme de neutralité. Et je trouve que, bon, neutralité, au moins, c'est respectueux. Et sinon, c'est plutôt très favorablement accueilli. Donc, moi, je vois plutôt des likes, je vois plutôt des commentaires, des rebonds, de la curiosité, des questions. En tout cas, moi, pour le coup, sur la partie plus interne, RH, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est-à-dire de l'intérêt, de la participation, des questions et pas... Alors, des réactions évidemment négatives ou critiques, il y en a toujours un peu, mais honnêtement, au fond, assez à la marge. Et c'est aussi en ça que la société bouge. C'est que je pense qu'il y a une évolution aussi autour de ce type de réaction. Voilà, après, les médias sociaux, c'est les médias sociaux, effectivement. Bon, par définition, on y retrouve de tout. Mais je suis d'accord, l'autorégulation, je pense, s'observe. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je vois Valérie, elle dit oui. Je confirme à la marge. J'ai le souvenir de quelques réactions lors de la charte de l'autre cercle il y a quelques années. Mais le quelques années, c'était en 2015 quand on a signé. Donc, bon, voilà, on est en 2021 quand même. Donc, il s'est quand même passé des choses sur ces 6 dernières années. Oui, absolument. Et même, je ne sais pas, Valérie, si tu veux compléter, mais même, par exemple, sur la partie, on va dire, campagne de communication, je parlais de cette campagne sur l'assurance prêt immobilier qui montre un couple gay qui va se lancer dans un achat immobilier. Je n'ai pas non plus souvenir qu'il y ait eu particulièrement de réactions négatives. Voilà, donc, enfin, pas du tout même. Donc, oui, non, je pensais justement à cette campagne-là. Je me disais, mais, comme les réseaux sociaux ont parfois tendance à être des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a eu une réaction négative? Et s'il n'y en a pas eu, c'est bien, c'est très bien, et c'est plutôt prometteur pour l'avenir. Je vais revenir sur le volet RH pour faire le lien entre le pinkwashing, les clients qui sont aussi des collaboratrices et des collaborateurs. Est-ce que des talents, des personnes en parcours de recrutement ou des personnes récemment recrutées disent à un moment donné, moi j'ai choisi l'entreprise parce que j'ai vu qu'elle me ressemblait ou qu'elle véhiculait une image dans laquelle je pouvais me reconnaître. Alors, je ne sais pas si les candidats le disent au moment, comme ça, explicitement au moment de l'entretien de recrutement ou des entretiens de recrutement, mais en tout cas, ma conviction, et d'ailleurs ce qu'on observe, parce qu'il n'y a de secret pour personne, le marché est en très forte tension aujourd'hui et quels que soient les secteurs d'activité,
quels que soient les profils. Et on voit qu'il y a vraiment deux sujets clés qui se distinguent. C'est la recherche de sens, c'est-à-dire, et ça, je pense que le Covid n'est pas complètement pour rien et qu'il y a aussi un phénomène de fond sociétal. Les gens veulent faire des jobs qui leur plaisent, mais aussi qui contribuent à une activité qui est porteuse de sens. Et de manière tout à fait liée, il y a évidemment les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle véhicule, la manière dont effectivement elle est inclusive ou pas avec ses collaborateurs, qui ils sont. Et ça, je pense que c'est tout à fait différenciant. Et je crois que c'est un facteur d'attraction, mais aussi un puissant facteur de rétention. Voilà, moi, c'est vraiment une conviction très forte. Et d'ailleurs, c'est assez évident. Quand on se sent bien à un endroit, bien entouré, accepté, et qu'on a de l'espace pour exprimer qui on est et son talent professionnel, ben voilà, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de partir. Et évidemment, je pense que toute cette communication positive, et encore une fois, libérer la parole est très clair sur le cadre et justement la diversité au sens large, et là en particulier LGBT+, je pense que c'est extrêmement fort et facteur d'engagement. Oui, oui, vraiment. Ça, c'est une conviction pour moi. Donc non, je suis pas sûre. Enfin là, c'est pas moi qui fais passer tous les entretiens de recrutement, mais en même temps, ça me rappelle un épisode qui est pas vieux, et je sais pourquoi, Nicolas, tu m'as posé cette question. Il est vrai que j'ai rencontré, et ça date il y a 3 semaines, donc c'est très récent, un dirigeant qu'on a recruté sur un très beau job, et j'étais très émue. Parce que je lui demandais quand est-ce qu'il serait libre, quel était son parcours, etc. Et il me dit, écoute, Amélie, j'ai envie de… On ne se connaissait pas, mais on se tutoie, et parce qu'il est dans la galaxie AXA. Et il me dit, Amélie, j'ai envie de partager quelque chose dont je suis très heureux. Je viens de devenir papa. Je suis en couple avec un homme. C'est un moment formidable. Et donc, pour répondre à ta question, je serai libre après mon congé paternité parce que on a envie de profiter de ce moment-là. C'est tellement magique d'accueillir notre petite fille, etc. Et vous voyez, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, à la fois de confiance, de liberté, d'authenticité, d'échange tout simplement autour, voilà, ce qui fait les hommes et les femmes et les moments clés émotionnels de leur vie. Et c'est vrai, quand on s'est rencontré avec Nicolas pour préparer ce webcast aujourd'hui, je lui en ai parlé, je lui ai dit ça, pour moi, c'est un témoignage d'à quel point on a quand même su créer des conditions de confiance. Et quand on, pour le coup, quand on rencontre sa DRH pour un job senior et qu'on ose dire, écoute, ok, mais plus tard au mois de janvier parce que j'ai ce projet de vie-là, c'est exceptionnel. Voilà. Donc oui, je crois que ça, c'est assez magique et tellement important. J'adore cette histoire. Bon, très bien. Et elle est vraiment très vraie. Hein. Ouais, moi, j'adore cette histoire. C'est pas la première fois que je l'entends. En effet, tu me l'avais déjà raconté, Amélie, mais chaque fois, elle m'émeut. Et ça prouve que quand l'entreprise est réellement engagée, elle peut faire de belles campagnes marketing qui ne sont pas du pinkwashing. Pour reconstruire la phrase titre de ce webinaire dans l'autre sens, et que le pinkwashing est juste la conséquence d'un non-engagement et d'une opération business marketing à des fins bassement pécuniaires. Et qui est quand même assez facile généralement à spotter, puisque généralement, j'imagine que toutes les entreprises engagées sur ce sujet-là, il y a aussi un peu d'antériorité, d'histoire. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui factuellement très faciles à vérifier. Donc ouais. Et la dernière campagne d'une personne qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui pour des raisons d'agenda, mais d'une entreprise de jeans avec un rivet, dont je tairai le nom puisqu'il s'agit d'Elis, est très inclusive et justement ouvre sur tous des messages d'inclusion au travers de témoignages, de 8 témoignages en Europe, de réels consommateurs. Donc, comme le disait Geoffroy sur la campagne Tounem, ce n'était pas scripté non plus. On avait des vrais messages. Campagne dont
une petite fierté puisqu'elle a été faite en collaboration avec l'agence Tétu. Mais surtout, on a un vrai message derrière et quand on va dans l'entreprise, on retrouve ces mêmes valeurs que celles qui sont portées à l'écran à destination de leurs clients. Et ça, c'est vraiment important. Mais tu vois, juste peut-être pour ajouter un point là-dessus, parce que c'est effectivement un point important, en tout cas pour moi et pour plein de gens aussi chez Mastercard. Hein, je ne veux pas personnifier le message, mais tous ces sujets-là, en fait, d'abord, ce sont des sujets parfois qui sont un peu complexes à prendre en main ou à appréhender. Donc, il ne faut pas se sentir omniscient, il faut savoir s'entourer de personnes qui savent de quoi on parle, comment est-ce qu'on doit en parler. Et typiquement, nous, en tout cas, le projet TrueName tel qu'on l'a monté, c'est une co-création du début à la fin. C'est-à-dire que même quand on a travaillé avec nos amis de banque qui ont dû changer leur UX de l'appli bancaire pour pouvoir faire la demande du TrueName sur leur carte, bah, ça, on est allé le tester auprès des personnes concernées, on l'a montré aux assos. Ce que je veux dire, c'est qu'on a impliqué l'écosystème dont on pensait qu'il avait plus que son mot à dire. C'était fait pour cet écosystème-là. Donc, on voulait être sûr qu'on y réponde de la bonne façon, avec les bons mots et avec la bonne approche, quoi. Donc, il est vraiment, vraiment important pour le coup de prendre des distances avec peut-être des approches marketing plus traditionnelles où on part sur un script, une production, enfin, ça ne peut pas marcher comme ça. Peut-être que ça marchera comme ça un jour quand on aura une société tellement inclusive qu'on n'en parlera finalement plus. Bon, on n'en est pas encore là. Et en tout cas, je pense que les personnes concernées, c'est elles d'abord qui ont leur mot à dire. Et puis c'est bien qu'elles le disent elles-mêmes plutôt que nous, on parle à leur place. Merci. Je suis enchanté des messages que vous portez les uns et les autres. Nous allons bientôt arriver au terme de ce webinaire. Alors, je pose la question aux personnes qui sont connectées. Si vous avez une dernière question ou une avant-dernière, n'hésitez pas à la poser, parce qu'après, nous allons mettre fin à ce webinaire. Moi, je voulais remercier, un grand merci à Geoffroy d'avoir accepté de participer à ce webinaire malgré sa condition vocale et le fait que je l'ai embarqué dans le sujet un peu tardivement. Merci à Amélie d'avoir accepté, malgré les conditions difficiles de connexion, mais les messages ont été extrêmement positifs. Alors, comme vous le voyez, là, ici, il y a 10 jours, j'ai fait Saint-Nicolas. Là, je me prépare à faire Santa Claus. Donc, à toutes et à tous, je ne peux que vous souhaiter une belle fin d'année, de bien prendre soin de vous. Je vous donne rendez-vous en 2022 où nous allons explorer de nouveaux thèmes ensemble. N'hésitez pas à aller sur tetuconnect.com pour voir le programme. Nous allons le mettre en ligne très rapidement. Et puis, on va continuer toutes et tous à travailler pour avoir ce que Geoffroy pense ne pas être pour tout de suite, une société plus inclusive. Je n'ai pas dit que pour tout de suite. Pas complètement pour tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi aussi. Et très belle fête à tous. Merci encore. Merci.